Avez-vous déjà entendu la voix de votre propre enfant se moquer de vous? Pas un rire nerveux, pas un malentendu. Un rire véritable, brut, suivi de mots qui tranchent plus profondément que n'importe quel couteau de cuisine. C'est exactement ce que j'ai entendu dans la soirée du 24 décembre, tandis que la dinde au marron refroidissait sur la table dressée pour 5 personnes qui ne viendraient jamais. L'audio durait 17 secondes. 17 secondes qui ont transformé 68 ans de vie en poussière. C'était la voix de Solange, ma fille du milieu, celle que j'ai bercée tant de nuits quand elle pleurait de coliques. Celle à qui j'ai appris à se coiffer et à choisir des robes pour les bals de l'école. Sa voix était imbibée d'alcool, déchaînée, sans filtre. En arrière-fond, on entendait de la musique forte, des vers qui tintaient, des rires d'autres personnes. Une fête. La fête de Noël qu'elle avait choisie à la place de ma table. Les gens, ma mère m'envoie encore des messages. Elle veut que j'aille à Angoulême manger avec elle. Vieille casse-pied, personne ne te veut là-bas. Mange toute seule avec tes casseroles vieilles et tes histoires de pauvres. Le rire qui suivit résonna en moi comme du verre brisé. Ce n'était pas seulement elle qui riait. Il y avait des voix masculines, féminines, un chœur d'approbation. Et puis j'ai entendu une autre voix familière, celle de Mathieu, mon fils cadet. « Laisse-la, Frangine. Elle ne comprend pas qu'on a nos propres vies. Elle a toujours été dramatique. » J'ai lâché le téléphone sur la nappe blanche amidonnée que j'avais repassée cet après-midi-là. Ma main ne tremblait plus. Quelque chose en moi s'était figé, comme le vent glacial de décembre qui entrait par la fenêtre mal fermée de la cuisine. J'ai regardé la table. 6 couverts disposés, la vaisselle de ma grand-mère qui avait survécu à 2 guerres, des serviettes en lin brodées à la main, des bougies allumées qui laissaient couler de la cire lentement. Tout préparé avec le soin de quelqu'un qui croit encore que la famille signifie quelque chose. Mais cette nuit-là, seule dans la cuisine de ma maison à Angoulême, pendant que la ville entière célébrait autour de tables garnies et d'étreintes chaleureuses, j'ai compris une vérité brutale. Mes enfants ne m'aimaient pas. Peut-être ne m'avaient-ils jamais aimé. J'étais simplement la femme qui avait payé leurs factures, qui avait nettoyé leurs vomissures, qui avait cousu leurs uniformes, qui avait vendu des bijoux pour payer leurs études universitaires, la femme qu'ils considéraient désormais comme un fardeau, un souvenir gênant d'une origine qu'ils préféraient oublier. Eliane, mon fils aîné, avocat à Paris, n'avait pas répondu à l'invitation. Il l'avait simplement vue. Solange, l'influenceuse de Lyon avec ses 200 000 abonnés et ses photos retouchées, avait envoyé cet audio par erreur dans le groupe familial, pensant qu'elle était dans une autre conversation. Mathieu, le banquier de Toulouse qui avait hérité de la froideur calculatrice de son père, avait commenté quelque chose sur des engagements professionnels. Et Claire, ma seule fille mariée, épouse d'un entrepreneur de Bordeaux, avait écrit un message sec. « Maman, cette année, ça ne va pas être possible. Nous passerons Noël chez mes beaux-parents. Ils ont une piscine chauffée. » Une piscine chauffée. Comme si cela importait. Comme si cela effaçait 30 ans de couches changées, de nuits blanches, de rêves abandonnés pour qu'ils puissent réaliser les leurs. Je me suis assise à table seule. Je me suis servi une assiette de dinde au marron que j'avais mis 6 heures à préparer. Le silence de la maison était si dense que j'entendais le tic-tac de l'horloge ancienne du salon. La même horloge que mon mari ajustait chaque semaine avant de mourir, il y a 10 ans. 10 ans de veuvage, 10 ans à rassembler mon courage pour appeler mes enfants sans paraître nécessiteuse, 10 ans à accepter des miettes d'attention comme si c'était des festins. J'ai mâché lentement. La nourriture n'avait aucun goût. Ou peut-être que je ne pouvais déjà plus rien ressentir. J'ai pensé à pleurer, mais les larmes ne sont pas venues. Peut-être avais-je trop pleuré au cours de ma vie. Peut-être ne restait-il plus rien en moi qu'une clarté froide, tranchante, définitive. C'est à ce moment-là que mon regard s'est posé sur le vieux portefeuille en cuir de mon mari, rangé dans le tiroir du buffet depuis une décennie. Je n'avais jamais eu le courage de l'ouvrir complètement. Cela faisait trop mal. Mais cette nuit-là, avec le goût amer de l'humiliation encore dans la bouche, je me suis levée, j'ai marché jusqu'au meuble et j'ai pris le portefeuille à 2 mains. À l'intérieur, entre des documents jaunis et des photographies délavées, j'ai trouvé une enveloppe cachetée. Mon nom était écrit dans la calligraphie tremblante de mon mari, cette écriture qu'il avait conservée jusqu'à la fin,
même quand il pouvait à peine tenir le stylo. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, comme on ouvre une porte vers une pièce interdite. À l'intérieur, il y avait des papiers timbrés, des tampons officiels, des signatures authentifiées chez le notaire. Et une lettre. « Monique, mon amour, si tu lis ceci, c'est que je suis partie avant d'avoir eu le courage de te dire la vérité. Pardonne-moi pour cela. Les 11 hectares de terre à Chasseneuil-sur-Bonnieure que j'ai hérités de mon père n'ont jamais été vendus. Je t'ai caché cela parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Mais maintenant, tout est à toi. Uniquement à toi. Il y a des entreprises intéressées. La valeur est élevée, très élevée. Fais ce que ton cœur te dicte. J'ai toujours eu plus confiance en toi qu'en moi-même. J'ai lu la lettre 3 fois. Mes mains tremblaient maintenant, mais ce n'était pas de peur. C'était autre chose. Une sorte de réveil. Un pouvoir ancien que je ne savais pas posséder. J'ai passé la nuit de Noël éveillée, lisant chaque document, chaque évaluation, chaque proposition qui était jointe au papier. Mon mari avait tout conservé avec un soin méticuleux. Les promoteurs immobiliers offraient des montants stratosphériques. Des millions d'euros. Ces terres, que je pensais n'être qu'un souvenir rural sans importance, valaient une fortune que mes enfants n'auraient jamais imaginé qui existait. Quand le soleil s'est levé sur Angoulême, froid et pâle comme toujours en décembre, je savais déjà exactement quoi faire. J'ai téléphoné à Adrien Courtemanche, le notaire retraité qui était le meilleur ami de mon mari. Il a répondu à la 3e sonnerie, la voix rauque de quelqu'un qui venait de se réveiller. J'ai tout expliqué. Il est resté silencieux pendant de longues secondes. Puis, il a simplement dit « Monique, viens à mon bureau aujourd'hui même. » J'ai passé le jour de Noël dans l'étude fermée qu'Adrien avait ouverte spécialement pour moi. Nous avons signé des papiers, actualisé des registres, modifié des testaments. Chaque signature que je posais était une porte qui se fermait. Chaque tampon était un pont qui brûlait. Mes enfants, qui s'étaient moqués de moi, qui m'avaient appelée vieille casse-pied, qui m'avaient abandonnée dans la nuit la plus importante de l'année, furent officiellement exclus de tout héritage futur. Mais je ne faisais pas que leur retirer ce qu'ils n'avaient jamais su qui existait. Je construisais quelque chose de plus grand, quelque chose que mon mari aurait approuvé. 3 jours plus tard, j'ai envoyé un message court dans le groupe familial. Nous devons parler. Tous. Demain, 10h, chez Adrien Courtemanche, notaire. Rue Victor Hugo, numéro 23. Ce n'est pas une invitation, c'est une convocation. Pour la première fois en année, tous ont répondu immédiatement. Mais si vous pensez déjà connaître la fin de cette histoire, laissez-moi vous dire, vous n'avez pas la moindre idée de ce qui allait suivre. Parce que ce qui s'est passé dans ce bureau, dans la matinée froide du 28 décembre, a tout changé. Et quand mes enfants ont découvert la vérité, il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Si vous m'écoutez en ce moment, où que vous soyez dans ce monde, sachez que cette histoire est loin d'être terminée. Ce qui vient ensuite va vous surprendre, vous bouleverser peut-être, parce qu'il ne s'agissait plus seulement d'argent ou d'héritage. Il s'agissait de dignité, de respect, et de cette leçon que la vie nous enseigne parfois de la manière la plus douloureuse. On récolte toujours ce que l'on sème. Et mes enfants allaient bientôt comprendre le poids de leurs propres mots. Ils sont arrivés séparément, chacun dans sa voiture de luxe, chacun avec son air important de qui n'a pas de temps à perdre. Eliane le premier, costume 3 pièces impeccable, mallette en cuir italien, regard froid de celui qui plaide en cour d'assises. Puis Solange, lunettes de soleil même en hiver, manteau de fourrure synthétique qu'elle avait montré à ses abonnés 3 jours plus tôt. Mathieu arriva en retard, comme toujours, vérifiant son téléphone à chaque seconde, comme si la bourse allait s'effondrer pendant qu'il parlait à sa mère. Claire fut la dernière, descendant d'un SUV noir conduit par un chauffeur, ses talons claquant sur le trottoir gelé de la rue Victor Hugo. Je les attendais à l'intérieur, assise sur une chaise droite face au bureau d'Adrien. J'avais choisi ma tenue avec soin ce matin-là. Rien d'extravagant. Un chemisier beige simple, un pantalon de laine sobre, mes chaussures plates de tous les jours. Je voulais qu'ils me voient exactement comme j'étais, la femme qu'ils avaient méprisée, la mère qu'ils avaient abandonnée, la vieille qu'ils croyaient inutile. Quand ils entrèrent dans le bureau,
tous les quatre ensemble pour la première fois en 5 ans. Je ne dis rien. Je les observais. Eliane cherchait déjà des explications dans les yeux d'Adrien, calculant les angles, préparant sa défense. Solange grimaçait, probablement irritée d'avoir dû quitter Lyon pour ce qu'elle imaginait être un autre drame maternel. Mathieu tapotait nerveusement son téléphone, incapable de rester immobile. Claire, elle, me regardait avec cette expression condescendante que je connaissais trop bien, comme si ma simple présence était une perte de temps précieux. Adrien Courtemanche se leva lentement. À 75 ans, il gardait cette autorité tranquille des hommes qui ont vu la vie sous tous ses angles. Il ouvrit un dossier épais, posa ses lunettes sur le nez et commença à lire d'une voix calme mais ferme. Madame Monique Petit est l'unique propriétaire de 11 hectares de terres agricoles situées à Chasseneuil-sur-Bonnieure, héritée de feu son mari, Monsieur Georges Petit, décédé il y a 10 ans. Ces terres ont été évaluées récemment à un montant total de 3,7 millions d'euros. Plusieurs incorporateurs immobiliers ont manifesté leur intérêt pour l'acquisition du terrain en vue de développement résidentiel. Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu l'entendre craquer. Eliane se redressa sur sa chaise, les yeux soudainement alertes. Solange retira ses lunettes de soleil, la bouche entr'ouverte. Mathieu lâcha son téléphone sur ses genoux. Claire pâlit visiblement, sa main agrippant la coudoir du fauteuil. 3,7 millions d'euros. Les mots flottaient dans l'air comme une sentence. Eliane fut le premier à réagir, bien sûr. Toujours le premier, toujours le plus rapide, toujours celui qui croit pouvoir tout contrôler avec des mots bien choisis. Il se pencha en avant, les mains jointes, adoptant cette posture qu'il utilisait probablement devant les juges. « Maman, pourquoi tu ne nous as jamais parlé de ça ? C'est incroyable. On aurait pu t'aider à gérer tout ça, à prendre les meilleures décisions. » Je le regardais sans cligner des yeux. « Comme vous m'avez aidé le soir de Noël. » Il se figea. Les autres aussi. L'air dans la pièce devint glacial. Solange tenta une approche différente, celle qu'elle maîtrisait sur les réseaux sociaux, la vulnérabilité calculée. Sa voix se fit douce, presque suppliante. « Maman, écoute, pour Noël. J'étais fatiguée, j'avais bu, je ne pensais pas ce que j'ai dit. C'était une blague stupide. Tu sais bien que je t'aime. » Une blague. Je répétais le mot lentement, le laissant pendre dans l'espace entre nous. 17 secondes de rire, d'insultes, de mépris. Une blague qui a duré toute ma vie de sacrifice pour vous quatre. Mathieu essaya la logique, son refuge habituel. « Maman, sois raisonnable, on a tous nos vies, nos responsabilités. On ne peut pas toujours être disponible. Mais maintenant qu'on sait pour ces terres, on peut t'aider. On peut investir cet argent intelligemment, le faire fructifier. Vous voulez dire, le faire fructifier pour vous. » Ma voix était calme, mais chaque mot tombait comme une pierre dans un puits. Parce que c'est ça qui vous intéresse, n'est-ce pas ? Pas la vieille chata qui voulait juste partager un repas. L'argent, l'héritage, ce que vous pouvez prendre. Claire, finalement, perdit patience. Elle se leva brusquement, son visage se durcissant. « Tu exagères, maman. On a nos propres vies, nos propres familles. On ne peut pas passer notre temps à te tenir la main. Et franchement, tu as toujours été un peu... dramatique, un peu trop émotive. Dramatique, émotive. » Les mots qu'ils utilisaient toujours pour invalider ce que je ressentais, pour transformer ma douleur en défaut de caractère. Je me levai aussi, lentement, et c'est à ce moment-là qu'ils comprirent vraiment. Que quelque chose avait changé, que la femme debout devant eux n'était plus celle qu'ils pouvaient ignorer, humilier, écarter. « Adrien, poursuivez, dis-je simplement. » Le notaire tourna une page du dossier. Madame Petit a procédé à une révision complète de son testament le 25 décembre dernier. Les terres et leur valeur intégrale seront divisées comme suit. 60% seront versés à la Fondation des aînés d'Angoulême, qui construit des logements pour personnes âgées isolées. 30% serviront à créer un parc public portant le nom de Georges Petit. Les 10% restants couvriront les frais notariés et les taxes. Quoi ? Eliane bondit de sa chaise comme si on l'avait brûlée. « Tu ne peux pas faire ça, c'est notre héritage, c'est l'argent de papa. »« Non, répondis-je, et ma voix ne tremblait plus du tout. C'était l'argent de votre père.
Maintenant, c'est le mien. Et j'ai décidé de le donner à des gens qui ont vraiment besoin d'aide. À des personnes âgées qui passent le Noël seules parce que leurs enfants les ont oubliés. À des gens que vous ne verrez jamais parce qu'ils ne correspondent pas à vos standards de réussite. Solange se mit à pleurer, mais ses larmes me laissèrent de marbre. Combien de fois avait-elle pleuré pour obtenir ce qu'elle voulait quand elle était enfant? Combien de fois avais-je cédé, pensant être une bonne mère? Mathieu essaya encore la négociation. « Maman, réfléchis, on peut arranger ça. On peut passer plus de temps avec toi, on peut venir plus souvent. » Maintenant, je souris, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. Maintenant que vous savez qu'il y a des millions en jeu, où étiez-vous quand il n'y avait rien d'autre à gagner que le plaisir de ma compagnie? Claire, désespérée, joua sa dernière carte. Et nous, tes petits-enfants, tu vas les punir aussi? Cette question me fit mal, je ne le nierai pas. Mes petits-enfants, que je voyais 2 fois par an, toujours en présence de leurs parents, qui contrôlaient chaque interaction, chaque cadeau, chaque conversation. Mes petits-enfants qu'on m'avait appris à ne pas trop aimer, à ne pas trop gâter, à ne pas trop être leur grand-mère. Vos enfants ne me connaissent même pas, répondis-je doucement. Vous avez fait en sorte qu'il en soit ainsi, alors ne les utilisez pas maintenant comme monnaie d'échange. Eliane changea de tactique, passant de la supplication à la menace. On peut contester ça en justice. Tu n'es peut-être plus en pleine possession de tes facultés mentales. On peut faire invalider ce testament. Adrien intervint alors, sa voix coupante comme une lame. Maître Petit-Laroche, je vous déconseille fortement cette voie. Votre mère a passé un examen médical complet il y a 3 jours. Certificat de capacité mentale signé par 2 médecins indépendants. Tout est parfaitement légal et incontestable. Et si vous tentez quoi que ce soit, je me ferai un plaisir de représenter votre mère gratuitement et de rendre cette affaire publique. Le silence retomba, mais cette fois, c'était un silence de défaite. Mes 4 enfants, si brillants, si accomplis, si sûrs d'eux, étaient écrasés par le poids de leur propre choix. Je ramassai mon sac à main, ajustai mon manteau. Vous vouliez que je mange seule? Très bien, je mangerai seule, mais avec la conscience tranquille. Vous vivrez avec le souvenir de ce Noël pour le reste de vos vies. Et chaque fois que vous passerez devant une personne âgée seule dans la rue, vous penserez à moi. Je me dirigeais vers la porte, mais avant de sortir, je me retournai une dernière fois. L'argent ne vous aurait pas rendu meilleur. Il vous aurait juste permis de continuer à être ce que vous êtes déjà, des gens qui confondent valeur et prix. Et je partis, laissant derrière moi 4 adultes qui pleuraient, criaient, s'effondraient. Mais pour la première fois en 10 ans, ce n'étaient pas mes larmes qui coulaient. Dehors, l'air froid de décembre me gifla le visage. Je marchais lentement vers l'arrêt de bus, mes chaussures crissant sur le trottoir givré. Une vieille femme passa près de moi, courbée sous le poids de ses sacs de course. Je m'arrêtai, l'aidai à porter ses sacs jusqu'au banc le plus proche. Elle me remercia avec un sourire édenté mais sincère. Un sourire que mes propres enfants ne m'avaient pas donné depuis des années. Ce soir-là, je dînais seule dans ma cuisine. Mais ce n'était plus le même silence. C'était le silence de la paix, pas celui de l'abandon. Et quelque part dans Angoulême, dans les rues que je connaissais depuis toujours, je savais que bientôt des personnes âgées auraient un toit, que des enfants joueraient dans un parc portant le nom de l'homme que j'avais aimé, et que cette histoire ne se terminerait pas dans l'amertume, mais dans quelque chose de plus grand que ma propre douleur. Mes enfants avaient appris une leçon ce jour-là. Peut-être trop tard pour eux, mais juste à temps pour moi. Les jours qui suivirent cette rencontre dans le bureau d'Adrien furent étrangement silencieux. Aucun appel, aucun message, aucune visite. Mes enfants avaient disparu de ma vie aussi brutalement qu'ils y étaient revenus, comme des vautours qui repartent bredouilles après avoir découvert que la carcasse qu'ils convoitaient n'existait plus. Ce silence était dense, presque palpable. Il remplissait ma maison comme un brouillard épais. Chaque matin, je me réveillais en me demandant si cette journée serait celle où l'un d'eux franchirait enfin le seuil de l'acceptation ou s'ils continueraient à ruminer leur amertume dans leur ville lointaine. Les heures s'écoulaient lentement, ponctuées uniquement par le tic-tac de l'horloge et le passage occasionnel de voitures dans la rue.
Mais je savais que ce silence n'était pas de la résignation. C'était de la stratégie. Eliane, Solange, Mathieu et Claire étaient mes enfants, après tout. Je connaissais leur manière de penser, leur façon de manœuvrer, les rouages de leurs esprits calculateurs. Ils ne lâcheraient pas prise si facilement, pas avec autant d'argent en jeu. 3,7 millions d'euros ne disparaissent pas simplement de l'esprit de gens qui ont passé leur vie à accumuler, à thésauriser, à mesurer leur valeur en chiffres bancaires. Je les imaginais dans leurs appartements luxueux, leurs maisons spacieuses, se concertant peut-être, élaborant des plans, cherchant des angles d'attaque. Eliane consultait probablement des collègues, explorant les failles juridiques possibles. Solange devait pleurer devant sa caméra, testant différentes versions de son histoire pour voir laquelle générait le plus de sympathie. Mathieu calculait sans doute des scénarios, des probabilités, des stratégies d'investissement qu'il ne pourrait jamais réaliser. Et Claire devait être en train de convaincre son mari qu'elle méritait cet argent, que sa mère était devenue folle, qu'il fallait intervenir. La première tentative vint de Solange, 10 jours après la révélation. Elle débarqua chez moi un mardi matin, sans prévenir, accompagnée d'un caméraman. Oui, un caméraman. Elle avait tout planifié, me filmer, créer un contenu viral sur la réconciliation avec maman. Transformer notre drame familial en capital de sympathie pour ses réseaux sociaux. C'était tellement prévisible, tellement elle. Tout devait être spectacle, tout devait être monétisé, même les relations les plus intimes. J'ouvris la porte et la trouvai là, sourire forcé étirant ses lèvres couvertes de gloss, bras grands ouverts dans un geste théâtral, la caméra tournant déjà. Elle portait une tenue soigneusement choisie. Un pull doux couleur pastel, un jean déchiré artistiquement, juste assez négligé pour paraître authentique, mais assez étudié pour rester photogénique. Ses cheveux tombaient en boucles parfaites sur ses épaules. Elle avait même pleuré avant de venir. Je pouvais le voir aux traces subtiles de mascara sous ses yeux. Maman, j'ai tellement réfléchi ces derniers jours. Je veux qu'on répare tout ça. Je veux te montrer à quel point tu comptes pour moi. Les abonnés me demandent toujours des nouvelles de toi. Ils veulent voir notre relation. Ils veulent. Je regardais la caméra, puis son visage maquillé avec soin, puis le caméraman, mal à l'aise, qui évitait mon regard en se concentrant sur son objectif. Le jeune homme devait avoir 25 ans, probablement un stagiaire ou un assistant payé au lance-pierre, pour filmer les moments authentiques de la vie d'une influenceuse. Il portait un t-shirt noir et un jean, une casquette vissée sur la tête, et sa posture trahissait son malaise d'être témoin de cette scène pathétique. « Tu veux réparer ?» Ma voix était calme, presque douce. « Ou tu veux des vues ?» Le sourire de Solange vacilla une fraction de seconde. « Maman, ne sois pas comme ça, je suis sincère. Regarde, j'ai même pris un jour de congé. J'ai annulé 3 collaborations pour venir te voir. » Avec une caméra, je complétais. Parce que rien n'est réel pour toi si ce n'est pas filmé, n'est-ce pas? Parce qu'un moment n'a de valeur que s'il peut être transformé en contenu, en like, en commentaire. Tu ne comprends pas. Sa voix monta d'une octave, le vernis de la gentillesse commençant déjà à craquer. C'est mon travail. C'est comme ça que je gagne ma vie. Tu ne peux pas me juger pour ça? Je ne te juge pas pour ton travail, Solange. Je te juge pour avoir pensé que notre relation était un contenu acceptable. Pour avoir cru que tu pouvais filmer une réconciliation que tu n'as même pas eu la décence de préparer sincèrement. Je refermai la porte doucement, mais fermement. À travers le bois, j'entendis sa voix monter davantage, le vernis craquant complètement maintenant. « Maman, maman, ouvre, c'est ridicule, tu ne peux pas me faire ça. On peut discuter. Éteignez la caméra. Non, attendez, rallumez. Merde !» Je m'éloignais, laissant ses cris s'estomper derrière moi. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur ou de regret, mais d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Était-ce de la tristesse? De la colère? Du soulagement? Peut-être un mélange des trois. Je me dirigeais vers la cuisine, me servis un verre d'eau et regardais par la fenêtre le jardin où Georges avait planté des rosiers il y a si longtemps. Ils continuaient à fleurir chaque printemps, indifférents aux drames humains qui se jouaient autour d'eux. Le lendemain, elle publia une vidéo où elle pleurait face caméra, assise dans ce qui semblait être sa chambre,
la lumière soigneusement tamisée pour créer une atmosphère d'intimité. Elle portait un pyjama en soie, pas de maquillage apparent, bien qu'elle en portât certainement, et expliquait combien c'était difficile d'avoir une mère qui refuse l'amour de ses enfants. Elle racontait une version édulcorée de notre histoire, omettant soigneusement l'audio du soir de Noël, se présentant comme une fille aimante injustement rejetée. Les commentaires étaient partagés. Certains la soutenaient avec des cœurs et des messages d'encouragement. « Courage Solange, tu mérites mieux. Les parents peuvent être toxiques aussi. Tu es une inspiration. » D'autres, plus perspicaces, posaient des questions inconfortables. « Pourquoi tu filmais cette rencontre ? Il y a sûrement une autre version de l'histoire. Quelque chose ne colle pas dans ton récit. » La vidéo fut supprimée 3 jours plus tard. Trop de questions, probablement. Trop de gens qui grattaient sous la surface lisse de son image publique et découvraient les incohérences, les manipulations, les demi-vérités. Mathieu adopta une approche différente, plus conforme à sa nature analytique et froide. Il m'envoya un email professionnel, froid et calculé, 2 semaines après notre confrontation chez le notaire. L'objet du message était « Proposition de gestion patrimoniale, urgent », comme si notre relation pouvait se résumer à un objet d'email. Comme si des décennies de maternité pouvaient être réduites à une ligne dans une boîte de réception. Le corps du message était bref, presque insultant dans sa brièveté. « Maman, j'ai préparé un plan détaillé pour optimiser la gestion de tes actifs. Merci de consulter le document joint et de me faire part de tes questions dans les meilleurs délais. Cordialement, Mathieu. » Cordialement. Mon propre fils me parlait comme à un client. Je téléchargeais le document joint. Il faisait 30 pages. 30 pages de jargon financier, de tableaux, de graphiques, de projections. Je le parcourus en diagonale, mon expérience limitée en finance suffisant néanmoins à reconnaître immédiatement le piège. Des clauses qui me liaient à des décisions prises par un comité familial dont la composition n'était jamais clairement définie. Des investissements risqués qui auraient pu tout faire perdre avec des garanties enterrées dans des notes de bas de page illisibles. Des frais de gestion qui auraient enrichi mes enfants avant même que le terrain soit vendu. Des pourcentages prélevés à chaque étape, à chaque transaction. Il y avait même une section sur la succession optimisée, qui, sous son langage technique, suggérait essentiellement que je leur donne l'argent maintenant plutôt qu'à ma mort, pour des raisons fiscales prétendument avantageuses. Bien sûr, les avantages étaient tous pour eux. Les risques, tous pour moi. Je ne répondis pas. Le silence, j'avais appris, était parfois la réponse la plus puissante. Chaque jour sans réponse était un message en soi. Un refus silencieux mais définitif. 1 semaine plus tard, Mathieu m'envoya un rappel, puis un autre. Puis il m'appela, mais je laissais sonner. Sa voix sur le répondeur trahissait une frustration croissante. « Maman, j'ai besoin de ta réponse. Ce plan pourrait te faire gagner des centaines de milliers d'euros. Pourquoi tu ne réponds pas? C'est irrationnel. C'est... S'il te plaît, rappelle-moi. » Je n'en fis rien. Claire essaya la culpabilité, sa méthode préférée depuis l'enfance. Elle avait toujours su comment manipuler les émotions, comment trouver le point faible et y enfoncer le couteau avec précision chirurgicale. Elle m'envoya une lettre manuscrite 3 semaines après notre rencontre chez Adrien. L'enveloppe était de qualité, le papier épais et crème, son nom gravé en relief doré au dos. Même sa papeterie criait le privilège. À l'intérieur, 3 pages d'excuses soigneusement formulées, écrites dans sa calligraphie parfaite qu'elle avait apprise dans une école privée hors de prix. Chaque mot était pesé, chaque phrase construite pour toucher une corde sensible. Elle parlait de ses regrets, de son immaturité, de comment le mariage et la maternité lui avaient ouvert les yeux sur l'importance de la famille. Elle mentionnait ses enfants, mes petits-enfants, et combien ils demandaient après moi. « Maman », écrivait-elle vers la fin, « je comprends ta douleur et ta colère. Nous t'avons blessé, et c'est impardonnable. Mais ne punis pas toute la famille pour nos erreurs. Pense à tes petits-enfants. Ils méritent de connaître leur grand-mère. Ils méritent l'héritage que grand-père voulait leur laisser. Peut-être pourrions-nous trouver un compromis équitable, une solution qui honore la mémoire de papa, tout en préservant nos liens familiaux. Traduction.
Donne-nous au moins une partie de l'argent et nous arrêterons de te harceler. Nous ferons semblant de t'aimer le temps nécessaire pour sécuriser notre part, puis nous retournerons à nos vies en te laissant de nouveau seul. » Je brûlai la lettre dans la cheminée, regardant les mots se tordre et noircir dans les flammes, la belle calligraphie se dissolvant en cendres. C'était libérateur, presque cathartique. Les flammes dansaient, consumant non seulement le papier, mais aussi les dernières illusions que j'aurais pu conserver sur la nature de ma relation avec Claire. Eliane, lui, attendit 3 semaines avant d'agir, calculant probablement le moment optimal pour son intervention. Quand il le fit, ce fut avec la précision chirurgicale de l'avocat qu'il était devenu. Il ne vint pas me voir. Il ne m'écrivit pas. Il contacta directement Adrien, arguant que le testament avait été rédigé sous influence émotionnelle disproportionnée et que ma décision n'était manifestement pas dans mon meilleur intérêt à long terme. Il envoya un dossier juridique complet, citant des précédents, des articles de loi, des expertises. Il suggéra une évaluation psychiatrique pour le bien de toutes les parties concernées. Il menaça de procédures judiciaires, d'appels, de contestations qui pourraient durer des années et coûter une fortune. Il jouait sur tous les tableaux, l'intimidation, la procédure, la fatigue anticipée d'un conflit long et épuisant. Adrien le remit à sa place en moins de 10 minutes. J'étais présente dans son bureau quand l'appel arriva, assise dans le fauteuil confortable qui faisait face à son bureau en chêne massif. Je pus entendre la voix posée mais implacable du vieux notaire, chaque mot tombant comme un couperet. « Maître Petit-Laroche », commença Adrien, son ton professionnel mais glacial. « J'ai lu votre dossier avec attention. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Votre mère est en pleine possession de ses facultés mentales et juridiques. Elle a passé non pas 1, mais 2 examens psychiatriques indépendants, tous 2 concluant à une capacité de discernement exemplaire. Elle a pris une décision éclairée, légale et parfaitement justifiée. » Il y eut un silence à l'autre bout, puis la voix d'Eliane, tendue. « Maître Courtemanche, avec tout le respect que je vous dois. » « Je n'ai pas terminé, » le coupa Adrien. « Si vous persistez dans cette voie, si vous lancez ne serait-ce qu'une procédure, je rendrai publiques les circonstances exactes qui ont motivé sa décision, y compris l'intégralité de l'audio du soir de Noël, y compris les messages que vous et vos frères et sœurs avez échangés dans les mois précédents, y compris votre absence totale de contact significatif avec votre mère au cours des 5 dernières années, malgré ses invitations répétées. Nouveau silence, plus long cette fois. « Je pense, » continua Adrien avec une douceur venimeuse, « que votre réputation professionnelle en souffrirait considérablement. Un avocat qui néglige sa propre mère, qui la traite avec mépris, qui tente ensuite de la faire passer pour incapable mentalement afin de récupérer un héritage. Ce n'est pas exactement l'image que souhaite projeter un cabinet prestigieux, n'est-ce pas ?» Le silence à l'autre bout du fil fut éloquent. J'imaginais Eliane dans son bureau au mur couvert de diplômes, sa mâchoire serrée, ses poings crispés, réalisant qu'il avait perdu avant même d'avoir commencé. Eliane raccrocha sans un mot, le clic sec résonnant dans le bureau silencieux. Adrien reposa le combiné avec un soupir satisfait. « Il ne rappellera pas, » dit-il simplement. « Les avocats comme lui détestent perdre, mais ils détestent encore plus les batailles qu'ils ne peuvent pas gagner. » Mais ce qui me surprit le plus dans ces semaines étranges, ce ne furent pas les tentatives de mes enfants pour récupérer ce qu'ils croyaient leur appartenir. Ce fut la découverte progressive de qui j'étais devenue sans eux, la femme que j'avais toujours été, mais que j'avais enfouie sous des décennies de sacrifices et de dévouement mal placés. Je commençais à fréquenter le centre communautaire d'Angoulême, un bâtiment modeste près de la vieille ville où se rassemblèrent des personnes de tous âges. J'y rencontrais d'autres femmes de mon âge, certaines veuves comme moi, d'autres divorcées, après des mariages longs et éprouvants, d'autres encore qui n'avaient jamais eu d'enfants et qui avaient construit leur vie autour d'autres priorités. Nous buvions du thé dans des tasses dépareillées, nous partagions des histoires qui alternaient entre le rire et les larmes. Nous rions de choses qui n'auraient fait rire personne de plus jeune. Des blagues sur nos articulations douloureuses, sur nos médecins qui devenaient de plus en plus jeunes,
sur nos petits-enfants qui expliquaient la technologie avec la patience exaspérée qu'on réserve aux enfants en bas âge. Pour la première fois en 10 ans, je ne me sentais pas seule. Pour la première fois, je parlais non pas en tant que mère, ni en tant que veuve, mais simplement en tant que Monique. Une femme avec ses propres pensées, ses propres opinions, sa propre valeur qui n'était pas définie par son utilité pour les autres. Une femme en particulier, Marguerite, devint rapidement une amie proche, une confidente, presque une sœur. Elle avait 72 ans, 4 ans de plus que moi, un visage ridé par le soleil et le rire, des yeux d'un bleu délavé qui avaient vu tant de choses qu'ils en étaient devenus sages. Elle portait toujours des couleurs vives, des foulards extravagants, des bijoux fantaisie qui tintaient quand elle bougeait. Elle avait une histoire qui ressemblait étrangement à la mienne, comme si nos vies étaient des variations sur le même thème douloureux. Ses 3 fils l'avaient mise dans une maison de retraite contre son gré, arguant qu'elle ne pouvait plus vivre seule après une chute bénigne. Ils avaient vendu sa maison sans vraiment la consulter, décider pour elle, gérer ses finances et s'étaient partagé l'argent de la vente en avance d'héritage. Elle avait réussi à s'échapper de la maison de retraite, ces mots exacts, prononcés avec un sourire malicieux, en contactant un avocat qui avait prouvé qu'elle était parfaitement capable de vivre seule. Elle vivait maintenant dans un petit appartement lumineux près du marché, plus heureuse que jamais, entourée de plantes vertes et de livres empilés jusqu'au plafond. « Tu sais ce que j'ai appris, Monique ?» me dit-elle un après-midi alors que nous marchions le long de la Charente, le fleuve scintillant sous le soleil d'hiver. Les canards nageaient paresseusement, indifférents à nos conversations humaines. Que la liberté n'a pas d'âge, et que parfois, pour la trouver, il faut d'abord accepter de perdre ce qu'on pensait ne jamais pouvoir perdre. « Comme mes enfants ?» demandai-je, ma voix portée par le vent froid. « Comme l'illusion que tes enfants étaient ce que tu croyais qu'ils étaient », corrigea-t-elle doucement, s'arrêtant pour me regarder dans les yeux. « Tu ne les as pas perdus, Monique. Tu ne les as jamais vraiment eus. Pas de la façon dont tu le pensais. Tu avais des étrangers qui partageaient ton ADN, qui vivaient dans ta maison, qui mangeaient à ta table. Mais l'amour, le respect, la réciprocité, ça n'a jamais vraiment été là. » Ces mots me hantèrent pendant des jours, résonnant dans ma tête aux moments les plus inattendus. Parce qu'elle avait raison. Je n'avais pas perdu mes enfants. Je ne les avais jamais vraiment eus. Pas de la manière dont une mère devrait avoir ses enfants, avec cet échange mutuel d'amour et de respect. J'avais eu des êtres que j'avais nourris, élevés, aimés de tout mon cœur, mais qui n'avaient jamais appris à aimer en retour de la même manière profonde et inconditionnelle. Ou peut-être que je ne leur avais jamais appris correctement. Peut-être que j'avais trop donné, trop facilement, sans jamais exiger de réciprocité. Peut-être que j'avais été trop douce, trop accommodante, trop désireuse de leur plaire. Peut-être que mon amour inconditionnel leur avait enseigné qu'ils n'avaient rien à faire pour le mériter, qu'ils seraient toujours là, inépuisables, quoi qu'ils fassent ou ne fassent pas. Un soir de janvier, alors que la neige commençait à tomber doucement sur Angoulême, transformant la ville en tableau impressionniste, je reçus un appel d'un numéro inconnu. J'hésitais avant de répondre, ma main planant au-dessus du téléphone, me demandant quelle nouvelle tactique mes enfants avaient inventée cette fois. Peut-être un avocat, un médiateur, un psychologue mandaté pour évaluer ma santé mentale. Madame Petit, la voix était jeune, féminine, incertaine, presque tremblante. « Je suis Emma, la fille d'Eliane, votre petite fille. » Mon cœur se serra si fort que je dus m'asseoir. Emma, 15 ans maintenant. Je l'avais vue pour la dernière fois à son 13e anniversaire. Une rencontre brève et surveillée dans un restaurant chic de Paris où Eliane avait contrôlé chaque minute de la conversation, intervenant dès que nous commencions à vraiment nous parler, redirigeant les sujets, chronométrant presque notre temps ensemble. « Emma !» répétai-je, ma voix se brisant légèrement malgré mes efforts pour paraître calme. « Comment vas-tu, ma chérie ?» Il y eut un silence chargé d'émotion, puis un sanglot étouffé qu'elle essaya de dissimuler. « Grand-mère, je sais ce qui s'est passé, j'ai tout entendu. » Papa et maman se disputèrent dans le salon. Ils pensèrent que je dormais, mais je les ai entendus. Ils disaient des choses horribles sur toi. Que tu étais devenue folle, que tu les avais trahis, que tu gaspillais leur héritage. Mais moi je me souviens de toi.
Je me souviens de vraiment toi. » Sa voix se brisa complètement et elle pleura ouvertement maintenant. « Je me souviens quand tu me lisais des histoires le soir, avec toutes les voix différentes pour chaque personnage. Je me souviens quand tu me faisais des crêpes le dimanche matin et que tu dessinais des visages avec le chocolat. Je me souviens quand tu m'écoutais vraiment, pas comme papa et maman qui sont toujours sur leur téléphone. Tu me voyais, tu me comprenais. » Les larmes que je n'avais pas versées pendant des semaines, que j'avais retenues avec une discipline de fer, montèrent d'un coup, brûlant mes yeux, coulant sur mes joues. Je me souviens aussi, ma chérie. Je me souviens de tout, chaque moment. Je voulais juste que tu saches que je ne suis pas comme eux. Je ne veux pas de l'argent. Je veux juste te voir. Je veux juste ma grand-mère. Et si tu veux me voir aussi, moi je veux te voir. Même si papa et maman ne sont pas d'accord. J'ai 15 ans maintenant. Je peux décider par moi-même. J'ai regardé sur Internet, j'ai des droits. Cette nuit-là, je dormis avec un espoir que je croyais avoir perdu pour toujours. Pas l'espoir de retrouver mes enfants. Cela, je savais avec une certitude absolue que c'était fini, que ce chapitre de ma vie était définitivement clos. Mais l'espoir que peut-être, quelque chose de bon pouvait encore naître de tout ce gâchis. Que peut-être, la prochaine génération serait différente. Que peut-être, Emma briserait le cycle. Le printemps arriva sur Angoulême comme une promesse tenue. Les premières fleurs perçant la terre gelée, les arbres le long de la Charente se couvraient de bourgeons verts et la lumière changeait, devenant plus douce, plus chaleureuse. J'avais toujours aimé le printemps, cette saison qui prouvait que même après l'hiver le plus dur, la vie trouvait toujours un chemin. Les travaux avaient commencé en mars. Sur les 11 hectares de Chasseneuil-sur-Bonnieure, des engins creusaient, des ouvriers s'activaient, des plans prenaient forme. D'un côté, la Fondation des aînés construisait un complexe de 20 petits appartements pour personnes âgées isolées, avec un jardin communautaire, une salle commune et surtout une dignité que beaucoup avaient perdue. De l'autre, le parc Georges Petit prenait forme. Des allées bordées d'arbres, des bancs en pierre, une petite fontaine et au centre, une plaque de bronze avec le nom de mon mari et une phrase qu'il aimait répéter « La vraie richesse se mesure à ce qu'on donne, pas à ce qu'on garde ». J'allais sur le chantier presque chaque semaine. Je parlais avec les ouvriers, je rencontrais les architectes, je m'assurais que tout correspondait à la vision que j'avais. Certains me prenaient probablement pour une vieille femme tatillonne, mais je m'en fichais. C'était mon héritage, le vrai, celui qui resterait longtemps après ma mort. Un jour d'avril, alors que j'inspectais les fondations du premier bâtiment, une femme s'approcha de moi. Elle devait avoir une 60aine d'années, des cheveux gris coupés courts, des yeux fatigués mais gentils. Elle portait un manteau élimé et des chaussures usées. « Vous êtes Madame Petit ?» demanda-t-elle timidement. « Oui, c'est moi. » Elle prit une grande inspiration, comme si elle rassemblait son courage. « Je voulais juste vous dire merci. Je suis sur la liste pour un des appartements. Ça fait 3 ans que je vis dans une chambre de bonne sans chauffage. Mes enfants. Eh bien, ils ont leur vie. Je comprends. Mais grâce à vous, je vais avoir un chez-moi. Un vrai chez-moi. » Sa voix se brisa à la fin. Je pris sa main dans les miennes, ses mains ridées qui avaient tant travaillé, tant donné, tant perdu. « Vous n'avez pas à me remercier. C'est moi qui vous remercie de me montrer que cet argent sert à quelque chose de réel. » Nous restâmes là, 2 vieilles femmes au milieu d'un chantier, tenant nos mains comme des sœurs. Elle finit par partir, les yeux humides, le pas plus léger. Et moi, je restais là, regardant ce terrain qui avait été caché pendant 10 ans et qui maintenant transformait des vies. Ce soir-là, je reçus un email d'Elian. Le premier contact direct depuis la scène dans le bureau d'Adrien. Je l'ouvris avec appréhension, m'attendant à de nouvelles menaces, de nouvelles stratégies. Mais non, c'était court, presque brutal dans sa simplicité. « Maman, Emma m'a dit qu'elle t'avait rendu visite. Elle m'a aussi dit qu'elle comptait continuer à te voir, avec ou sans ma permission. Elle a raison, c'est son choix. J'ai essayé de contrôler beaucoup de choses dans ma vie. Je pensais que c'était de la responsabilité. Mais c'était de la peur. Peur de ne pas être assez. Peur de perdre ce que j'avais construit. Je ne te demande pas de pardon.
Je sais que je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que tu avais raison, surtout. Et que même si je l'ai compris trop tard pour nous, peut-être que ce n'est pas trop tard pour Emma. Prends soin d'elle. Tu l'as toujours mieux fait que moi. Je relus l'email 3 fois. Ce n'étaient pas des excuses, pas vraiment. Mais c'était quelque chose, une reconnaissance, une fissure dans l'armure qu'Eliane portait depuis si longtemps. Est-ce que cela changeait ce qui s'était passé? Non. Est-ce que cela effaçait la douleur? Non. Mais c'était un début. Peut-être. Ou peut-être que je voulais juste croire qu'il restait quelque chose à sauver chez mon fils aîné. Je ne répondis pas immédiatement. Je laissais les mots reposer en moi, comme du vin qu'on aère. Les autres restèrent silencieux. Solange continuait sa vie d'influenceuse, publiant des photos parfaites d'une vie parfaite qui cachait probablement un vide immense. Mathieu s'enfonçait dans son travail, cette forteresse où les émotions ne pouvaient pas l'atteindre. Claire jouait toujours la femme d'entrepreneur accomplie, la surface lisse cachant les failles qu'elle refusait de voir. Mais Emma, elle, venait me voir presque chaque mois. Elle prenait le train, passait le week-end et nous construisions quelque chose de nouveau. Une relation basée non pas sur l'obligation ou la culpabilité, mais sur le choix. Elle choisissait de me connaître. Et moi, je choisissais de l'aimer sans condition, sans attente, sans peur. Un samedi de mai, nous marchions ensemble dans ce qui serait bientôt le parc Georges Petit. Les allées étaient presque terminées, les arbres plantés commençaient à prendre racine. La fontaine avait été installée. Emma toucha la plaque de bronze, lisant à voix haute la phrase de son grand-père. « C'était quelqu'un de bien, grand-père » demanda-t-elle. « Il était humain » répondis-je. « Il faisait des erreurs. Mais il essayait toujours d'être meilleur. Et il aimait profondément. C'est tout ce qu'on peut demander à quelqu'un, je pense. Et toi, grand-mère, est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Avec l'argent, je veux dire. Papa dit que tu as jeté ta fortune par la fenêtre. » Je m'assis sur un des bancs neufs, invitant Emma à s'asseoir près de moi. « Tu sais ce que j'ai appris, ma chérie? Qu'il existe 2 types de richesses, celle qu'on accumule et celle qu'on partage. La première fait peur. On a toujours peur de la perdre. On construit des murs pour la protéger. On se méfie de tout le monde. La deuxième, elle libère. Parce qu'une fois qu'on l'a donnée, elle ne peut plus nous être volée. Elle devient éternelle. » Emma réfléchit à mes mots, son visage si jeune et si vieux à la fois. « Je pense que je comprends. Papa a peur tout le temps, de perdre son statut, son argent, sa réputation. Il ne le dit jamais, mais je le vois. Et maman, elle aussi. Ils vivent dans une prison dorée. Et toi ?» demandai-je doucement. « Dans quelle prison vis-tu » Elle me regarda, surprise par la question. Puis, lentement, son visage se décomposa. « Celle de leurs attentes. Ils veulent que je sois parfaite. Les meilleures notes, les meilleurs amis, le meilleur avenir. Mais parfois, je me demande si je sais qui je suis vraiment, ou si je suis juste une somme de ce qu'ils veulent que je sois. » Je pris sa main, cette main jeune et douce qui avait toute la vie devant elle. « Alors c'est le moment de découvrir. Tu as 15 ans, Emma. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu as le droit d'être imparfaite. Tu as le droit d'être humaine. » Nous restâmes assises là un long moment. Grand-mère et petite-fille, 2 générations séparées, mais finalement connectées par quelque chose de plus fort que le sang, le choix de se voir vraiment. En juin, le complexe résidentiel fut inauguré. Il y eut une petite cérémonie, rien d'extravagant. Le maire d'Angoulême était là, quelques représentants de la fondation, les futurs résidents et moi. Marguerite, mon amie du centre communautaire, avait été une des premières sélectionnées pour un appartement. Je la vis pleurer quand elle reçut ses clés, ses mains tremblantes tenant ce petit morceau de métal qui représentait tant plus qu'une porte. On me demanda de dire quelques mots. Je n'avais rien préparé, mais les mots vinrent naturellement. Mon mari disait toujours que la vraie richesse se mesure à ce qu'on donne. Pendant longtemps, j'ai cru avoir tout donné. À mes enfants, à ma famille, à une vie que je pensais devoir vivre. Mais j'ai découvert récemment que j'avais encore quelque chose à donner. Pas juste de l'argent ou de la terre, mais de l'espoir. L'espoir qu'on n'est jamais trop vieux pour recommencer. L'espoir qu'on mérite tous un endroit où se sentir chez soi. L'espoir que la fin de notre vie peut être aussi belle, sinon plus,
que le début. Les applaudissements furent modestes, mais sincères. Et quand je vis les visages de ces personnes âgées, ces hommes et femmes qui avaient été oubliés, abandonnés, négligés, qui maintenant avaient un toit digne et une communauté qui se souciait d'eux, je sus que chaque euro, chaque centime, chaque gramme de cette fortune valait ce moment. Le soir même, je reçus un message de Solange. Un simple message, sans artifice pour une fois. « Maman, j'ai vu les photos de l'inauguration sur le site de la ville. C'est beau ce que tu as fait. Je ne sais pas si je pourrai jamais être aussi courageuse que toi. Mais je voulais que tu saches que quelque part, sous toutes mes conneries, je t'admire. » Je posai mon téléphone et regardais par la fenêtre. La nuit tombait doucement sur Angoulême, la ville s'illuminait progressivement, des lumières apparaissant comme des étoiles terrestres. Quelque part dans cette ville, des personnes dormiraient ce soir dans un lit chaud, dans un appartement qui leur appartenait, entourés de gens qui comprenaient leur solitude parce qu'ils l'avaient vécu aussi. Et moi, dans ma petite maison que j'avais d'abord considérée comme une prison après la mort de Georges, je me sentais plus libre que jamais. Est-ce que mes enfants changeraient vraiment? Probablement pas tous, probablement pas complètement. Mais Emma grandirait différemment. Elle avait vu qu'il existait une autre voie, un autre choix possible. Et peut-être que c'était suffisant. Peut-être que sauver une âme suffisait. Je pensais à ce soir de Noël, il y a si longtemps maintenant. À cet audio qui avait brisé quelque chose en moi, mais qui, paradoxalement, m'avait aussi libéré. À ces 17 secondes qui avaient changé le cours de tant de vie. Et je me dis que parfois, il faut atteindre le fond pour apprendre à remonter. Parfois, il faut perdre ce qu'on croyait essentiel pour découvrir ce qu'il est vraiment. Parfois, il faut que quelqu'un nous dise qu'on ne vaut rien pour qu'on comprenne enfin notre propre valeur. Je me préparais pour la nuit, enfilant ma chemise de nuit usée, brossant mes cheveux gris qui avaient vu tant d'années passées. Dans le miroir, je vis non pas une vieille femme brisée, mais une femme qui avait survécu, qui avait transcendé, qui avait transformé sa douleur en quelque chose de beau. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je m'endormis sans me demander si j'avais été une bonne mère. Parce que j'avais enfin compris que ce n'était plus la question. La vraie question était, étais-je une bonne personne? Et là, enfin, je pouvais répondre oui. Le lendemain matin, je me réveillais avec le chant des oiseaux et la lumière douce du soleil de juin entrant par ma fenêtre. J'avais 68 ans. Mon corps me faisait mal. Mes mains étaient ridées. Mes cheveux étaient gris. Mais mon cœur était jeune. Plus jeune qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Je descendis à la cuisine, préparai mon café, m'assis à cette table où j'avais pleuré, où j'avais souffert, où j'avais pris la décision qui avait tout changé. Et je souris. Un vrai sourire. Pas un de ces sourires polis qu'on offre par obligation, mais un sourire qui venait des profondeurs de mon être. Parce que j'avais compris quelque chose de fondamental, quelque chose que tout le monde devrait savoir, mais que peu découvrent vraiment. L'héritage le plus précieux qu'on puisse laisser n'est ni l'argent, ni les propriétés, ni même les souvenirs. C'est l'impact qu'on a sur le monde, aussi petit soit-il. C'est la différence qu'on fait dans la vie des autres. C'est la preuve qu'on est passé sur cette terre et qu'on l'a laissée un peu meilleure qu'on l'a trouvée. Mes enfants avaient voulu un héritage. Je leur avais donné une leçon. Et même s'ils ne la comprendraient peut-être jamais complètement, elle existerait toujours, gravée dans la pierre de ce parc, dans les murs de ces appartements, dans le cœur d'Emma. Alors ce matin-là, dans ma cuisine baignée de lumière, je levai ma tasse de café comme un toast. À Georges, qui m'avait laissé les moyens de faire ce choix. À Emma, qui me donnait l'espoir que la prochaine génération serait différente. À Marguerite et à tous ces inconnus qui étaient devenus mes amis. À Adrien, qui m'avait soutenu sans jugement, et finalement, à moi-même. À la femme que j'étais devenue. À celle qui avait survécu à l'abandon, à l'humiliation, à la trahison, et qui avait choisi non pas la vengeance, mais quelque chose de bien plus puissant, la transformation. La vie continue. Le printemps devient été, l'été devient automne, et le cycle recommence. Mais maintenant, je n'avais plus peur de l'hiver, parce que j'avais appris qu'après chaque hiver, aussi rigoureux soit-il, le printemps revient toujours, toujours,
Et c'était ma plus belle victoire, avoir retrouvé l'espoir non pas dans ce que les autres pouvaient me donner, mais dans ce que je pouvais offrir au monde. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ce soir de Noël, quand tout ce que vous aviez construit pendant des décennies s'est effondré en 17 secondes? Je ne vous demande pas une réponse facile. Je vous demande d'y réfléchir vraiment, de fermer les yeux un instant et d'imaginer que ces voix qui riaient étaient celles de vos propres enfants, que cette table dressée avec soin était la vôtre, que cette solitude glaciale était la vôtre aussi. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu quelque chose de similaire. Peut-être que vous connaissez ce silence pesant après un appel qui ne vient jamais. Peut-être que vous avez ressenti cette douleur sourde de réaliser que les êtres que vous avez mis au monde ne vous voient plus vraiment. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à avoir emprunté ce chemin sombre. D'autres peut-être se disent que j'ai été trop dur, que j'aurais dû pardonner, que la famille reste la famille malgré tout. Et vous avez le droit de penser cela. Chacun porte son histoire et ses blessures différemment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de survivre à une trahison. Ce que j'ai appris dans cette épreuve, c'est que parfois il faut choisir sa propre dignité plutôt que de mendier l'affection de ceux qui ne savent pas la donner. Que parfois, aimer quelqu'un signifie aussi se respecter soi-même, assez pour dire non, pour tracer une ligne, pour refuser d'être traité comme un objet sans valeur. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, vraiment, sans jugement, sans peur. Auriez-vous fait le même choix que moi? Auriez-vous tout donné à des inconnus plutôt qu'à vos propres enfants? Ou auriez-vous cherché une autre voie, un compromis, une réconciliation possible? Et surtout, d'où m'écoutez-vous en ce moment? De quelle ville, de quel pays, de quel coin du monde cette histoire vous a-t-elle touché? Êtes-vous seul chez vous, comme je l'étais ce soir de Noël? Ou êtes-vous entouré de ceux qui vous aiment vraiment? Écrivez-moi dans les commentaires. Racontez-moi votre propre histoire si vous en avez envie. Dites-moi si vous aussi avez dû faire des choix difficiles, si vous aussi avez dû apprendre à vous aimer suffisamment pour dire « stop ». Vos mots comptent, votre expérience compte, vous comptez, parce que ces histoires que nous partageons ici ne sont pas que des récits. Ce sont des morceaux de nos vies, des fragments de vérité que nous osons enfin dire tout haut. Et chaque fois que quelqu'un partage sa propre expérience, quelqu'un d'autre se sent moins seul. C'est ça, la vraie force d'une communauté. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné avec quelque chose au fond de vous, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Non pas pour moi, mais pour vous. Pour continuer à entendre ces récits qui rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves. Que d'autres ont survécu. Que la vie continue, même après les tempêtes les plus violentes. Activez aussi la petite cloche pour ne manquer aucune histoire. Parce que la semaine prochaine, je vous raconterai une autre histoire. Celle d'une femme qui a découvert, bien trop tard, que le mari parfait qu'elle croyait connaître cachait un secret qui allait bouleverser toute son existence. Et n'oubliez pas de laisser un pouce levé si ce récit vous a ému. C'est un petit geste pour vous, mais c'est une façon de me dire que ces mots ont compté, que cette douleur partagée a créé quelque chose de plus grand que la solitude. Alors voilà. Je vous laisse avec cette question qui me hante encore parfois dans le silence de mes nuits d'Angoulême. Ai-je eu raison? Ou ai-je simplement fait ce que j'ai pu avec le cœur brisé que j'avais? Je ne sais pas, mais je sais que je peux enfin me regarder dans le miroir sans avoir honte. Et vous, pourrez-vous en dire autant? Réfléchissez-y, et si le cœur vous en dit, partagez votre réponse. Je lirai chacun de vos mots avec l'attention et le respect qu'ils méritent. Parce qu'au fond, nous sommes tous dans le même voyage, celui de chercher notre dignité dans un monde qui parfois nous en prive. Merci de m'avoir écouté, du fond du cœur. Merci.